Je vais vous parler de la VM0050. Donc ici, on est plus dans l'efficacité énergétique et plus dans le infolu. Donc c'est la méthodologie pour un projet de foyer amélioré. Alors au niveau de cette méthodologie, elle est toute neuve. Elle date de octobre 2024. Enfin, cette version d'octobre 2024. Et la distribution pour améliorer, en fait, ça rentre dans le cadre des méthodes de culture propres. Alors, généralement, quand on fait un projet de foyer amélioré, on répond à 8 des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, pas de pauvreté, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, énergie propre et emploi abordable, travail décent et croissance économique, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et vie terrestre. Donc, alors, ici, c'est un énorme tableau, mais c'est pour vous montrer toutes les conditions d'applicabilité. Parce qu'en fait, quand on parle de foyer amélioré, il n'y a pas que les foyers comme on entend nous, ça dépend du combustible. Il y a aussi des foyers électriques, ça peut être aussi des foyers à partir de bioéthanol. Mais les trois quarts des projets de foyer amélioré, c'est à partir de bois de feu et de charbon de bois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, pour la première grosse ligne, le premier critère, finalement, on s'intéresse à des appareils de cuisson plus efficaces, utilisant le même combustible que celui de la situation de référence. Donc en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les appareils du projet doivent être distribués à l'échelle soit du ménage, des communautés ou de petites PME ou d'institutions, et qui seront désignés comme population cible. Généralement, le plus simple, c'est d'établir au niveau du ménage. Et les appareils, donc les foyers améliorés qu'on distribue, ils doivent avoir une efficacité thermique d'au moins voire 5%. Alors ça, généralement, c'est le producteur de foyers améliorés qui passe toutes sortes de certifications et de tests. Donc généralement, quand vous obtenez votre foyer amélioré, vous pouvez déjà être sûr qu'il a une efficacité prouvée de 25%. C'est pas vous qui devez l'estimer. Donc, le porteur de projet doit mettre en place des mécanismes pour remplacer les foyers traditionnels par ceux qu'on vécu dans le projet. Donc, on ne peut pas juste arriver dans le village et dire voilà un foyer amélioré. Il y a tout un chemin préalable à faire pour sensibiliser, expliquer c'est quoi un foyer amélioré, expliquer les objectifs, expliquer ce que le villageois peut en ressortir. Donc, c'est vraiment toute la situation, toute la partie socio-économique qui est assez importante au niveau des foyers améliorés. Il faut faire aussi en sorte que l'appareil soit remplacé ou rénové lorsqu'il est endommagé, parce que sinon on va le retirer de nos émissions. Et alors, le plus important, encore une fois, c'est pour les audits de vérification, il faut vraiment que la distribution elle soit ultra organisée, que chaque foyer ait un identifiant unique, qu'on puisse relier le foyer non seulement à son fabricant, mais aussi à la date de distribution, au destinataire final. Il faut vraiment qu'il y ait des données globales sur... En fait, c'est un peu comme la traçabilité du bois, finalement. Si on prend un foyer au hasard, on peut voir dire d'où il vient. Et quand il a été distribué, etc. Bien sûr, le projet doit respecter la réglementation locale. Et alors, il faut faire attention, il faut faire une analyse aussi que la zone d'approvisionnement de bois des villageois ne soit pas dans la zone d'un potentiel projet RED+, aux alentours d'où on se trouve, pour éviter justement le double comptage. Alors, au niveau des limites géographiques, ben, la limite géographique, c'est la délimitation de la zone dans laquelle les foyers améliorés sont distribués. La limite temporelle, c'est le période de crédit, de monitoring et le niveau total de crédit. Et alors, ici, au niveau des gaz à effet de serre, en fait, de manière générale, quand c'est un projet de distribution de foyers améliorés pour bois de feu au charbon de bois, on ne se concentre que sur la première ligne, donc le CO2 pour la génération d'énergie thermique. Tout ce qui concerne la production de bois, le transport de combustible, donc le transport de combustible, il devient, on doit le prendre en compte seulement si la distance entre le lieu de fabrication et le lieu de distribution est de plus de 200 km. Pour la production de charbon de bois, c'est quand on produit du charbon de bois à l'échelle industrielle et pas à l'échelle, enfin à l'échelle plus que le petit villageois, que le villageois
qui fait, et la production de combustible, pareil. Donc finalement, c'est juste la première ligne qui est revenue. Alors, au niveau de l'additionnalité, encore une fois, même chose que pour la REC+, donc on a 3 scénarios alternatifs identifiés, soit utilisation continue par la population cible de la biomasse non renouvelable avec les foyers traditionnels, ou alors l'utilisation des foyers améliorés sans pour autant être un projet carbone, ou d'autres scénarios qui peuvent être identifiés à partir d'enquêtes sociales à libre choix. Ensuite, on prend en compte les politiques et exigences, donc il faut être sûr, encore une fois, que le projet n'est pas, enfin, que la distribution de foyers améliorés n'est pas imposée par quelconque loi dans le pays. Et l'identification des barrières, donc ici, c'est une des barrières peut-être principales, c'est la barrière culturelle et sociale. Donc, il faut s'assurer que les ménages vont vraiment adopter le nouveau foyer amélioré et pas qu'ils vont. Parce qu'en fait, pour des questions, on va dire, éthiques, on devrait les prévenir à chaque fois qu'on ira chez eux. Et du coup, il faut s'assurer d'une certaine manière qu'ils n'utilisent pas que quand on va chez eux, qu'ils l'utilisent au quotidien. Et ça, on peut le voir par rapport à l'usure de la machine, à la maintenance. Enfin, donc, il y a des moyens de le voir. Il y a des moyens de le voir. Donc, le surplus réglementaire, ça, on en a déjà parlé. Et la liste positive, ça, c'est un petit peu nouveau pour foyer amélioré. Donc, c'est que la distribution de foyer amélioré ne va engendrer aucun coût aux utilisateurs finaux. Donc, si par exemple leur foyer est endommagé, c'est nous enfin, c'est le porteur de projet qui a à charge de le remplacer. Euh, voilà. Et c'est comme ça qu'on prouve l'additionnalité d'un projet de foyer amélioré. Donc, au niveau des enquêtes, donc, il y a une enquête préliminaire à faire qui servent potentiellement à déterminer le type de combustible, le ou les types de combustibles qui sont utilisés par la population cible, et, les sources d'approvisionnement, les méthodes de cuisson et la taille moyenne des ménages. Les enquêtes peuvent être physiquement en ligne, mais bon, quand dans le cadre de la fluxurance, et c'est beaucoup plus agréable aussi de le faire en physique. Et alors, on peut comparer les résultats avec des données officielles existantes. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans un village en RDC et que un village à 50 km, il y a déjà eu un autre projet de foyer amélioré, vous pouvez peut-être contacter le porteur de ce projet-là pour comparer un peu. Aussi, c'est intéressant pour vous, mais aussi peut-être à un niveau national de voir un peu en fonction des zones l'utilisation ou non de foyers. Et alors, il y a un suivi de l'enquête qui se réalise tous les 2 ans. Alors, dans ce genre d'enquête, on peut aussi en profiter parfois pour établir le scénario socio-économique du village, ou plutôt le sanitaire. Donc, par exemple, s'il y a des problèmes de santé qui sont issus qui sont conséquences de l'utilisation de foyers traditionnels, de l'approvisionnement en bois, ou toutes sortes de causes telles quelles. Donc, en fait, l'enquête préliminaire, elle est vraiment libre. Elle est vraiment libre pour le porteur de projet. Alors, pour savoir l'échantillonnage nécessaire, il y a un module qui existe avec toutes sortes de guidelines pour estimer l'échantillonnage pour les enquêtes. Alors, au niveau des émissions, c'est une formule qui fait un peu peur, mais en fait, elle est plus simple que prévu parce que finalement, la seule variable à calculer, c'est ça, c'est qui en fait est la consommation moyenne d'énergie par un foyer. Et en fait, elle se calcule à partir du KPT, donc Capital Performance Test, qui, c'est le dernier module, donc je vais vous expliquer juste après. Et sinon, tout le reste, la plupart sont des facteurs. Donc, EF et EF sont les facteurs d'émission pour le CO2 et pour les gaz à effet de serre. Le petit f NRB, c'est la fraction de biomasse non renouvelable utilisée par l'ensemble des foyers. Donc, généralement, quand on est sur du bois de feu ou sur du charbon de bois, c'est 100%. Et alors, le grand N, c'est le nombre de foyers, enfin, en fait, c'est le nombre de foyers améliorés distribués, mais dans le cadre de la baseline, c'est le nombre de ménages finalement qu'on interroge.
Et le petit n, c'est le nombre de foyers par ménage. On peut voir ça comme ça. Alors, donc la baseline, pardon, le calcul des émissions de la baseline repose notamment sur la quantité de combustible consommée par le ménage, la proportion de biomasse non renouvelable utilisée et les facteurs d'émission pour le CO2 et les autres GES. Alors, ces facteurs d'émission, ce sont des facteurs issus du GIEC que je vous ai mis ici. Donc, ça, c'est pour le bois de feu. Au niveau des émissions de projet, en fait, c'est la même chose, sauf qu'il y a cette ligne-ci en plus, donc le project emission de autres, qui sont liés, qui sont liés au transport, à la production et au backup, mais ça c'est pour d'autres types de foyers. Donc pour le cas des foyers améliorés charbon bois de feu, ça rentre pas en compte. C'est notamment pour les foyers électriques, etc. Et donc, alors, le KPT, le Kitchen Performance Test, en fait, il permet d'évaluer la performance des appareils de cuisson actuellement utilisés par les ménages de la zone, pour plus tard les comparer avec les performances des foyers améliorés. Donc, en fait, le KPT, je vais vous expliquer juste après, mais l'idée, c'est on va pendant plusieurs jours suivre des ménages, mesurer la quantité de bois ou de charbon bois, donc la quantité de combustible qu'ils utilisent, avec un feu traditionnel, avec un foyer traditionnel. Puis, une fois que la distribution de foyer amélioré a été réalisée, on attend quelques jours, semaines, mois, en fonction de le temps que le village ait bien adopté, le ménage, pardon, ait bien adopté l'utilisation de foyer amélioré. Et à ce moment-là, on refait le même test, et là, on compare. Et la différence des deux, on obtient nos émissions. Et je vais vous l'expliquer un peu mieux juste après. Donc voilà, donc émission de la baseline, c'est ce que je viens de vous expliquer, projet aussi. Et alors, les fuites, donc ça, c'est s'assurer que le foyer, dans le cas d'un foyer amélioré, d'un projet de foyer amélioré, c'est s'assurer que les foyers traditionnels ne sont plus utilisés du tout, ou qui n'ont pas été donnés au village voisin. Et du coup, en fait, on dépasse juste nos émissions quelque part. Donc c'est pour ça que pour les fuites, il y a un facteur fixé par la méthodologie de 0,95. Donc en fait, on fait la différence entre les émissions de la baseline moins les émissions du projet fois le facteur de fuite. Alors, il y a quand même quelques préoccupations par rapport à cette méthodologie. En fait, la réduction des émissions dépend directement de l'efficacité énergétique, du taux d'adoption et de la maintenance de la durabilité. Et en fait, il y a ce qui crée les préoccupations, c'est qu'en fait, les enquêtes et les taux d'utilisation qui sont définis par les développeurs de projets, il n'y a pas de guidelines pour les déterminer nous-mêmes. Et aussi, il y a un biais d'enquête. Donc, biais d'enquête, ça veut dire que parfois, peut-être que les ménages vous répondront ce qu'ils pensent que vous avez envie d'entendre. Du coup, il faut s'assurer aussi de ce biais. Il y a une mauvaise corrélation de la durabilité du foyer. Donc, ça veut dire principalement que parfois les villageois vont utiliser le foyer. Parce que l'objectif d'un foyer amélioré, c'est qu'il soit utilisé pour la cuisson des repas du ménage. Et parfois, si on distribue un foyer amélioré, il est possible que certains villageois, de temps en temps, l'utilisent pour une activité commerciale quelconque, comme de la production de manioc ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment s'assurer avec le villageois que ce foyer amélioré ne soit utilisé que pour euh, les cuissons des repas. Absence de ces prédéfinis par le DVB. Donc en fait, chaque organisme certificateur est libre d'une certaine manière de vous interroger comme vous le souhaitez. Donc au niveau des taux d'adoption, il n'y a pas vraiment de seuils qui sont fixés. Donc peut-être qu'un taux d'adoption de 80% sera bon pour un certificateur, mais ne sera pas hyper bon pour un autre. Et il y a une courbe de supervision généralement. Donc il faut essayer d'être assez robuste lors de sa supervision et le faire assez régulièrement, même si ce n'est pas toujours évident, surtout si on n'est pas constamment sur le terrain. Quand on parle de supervision, c'est juste s'assurer que les ménages utilisent le foyer amélioré et en prennent soin d'une certaine manière. Ça nécessite forcément des espèces de formation sur comment bien maintenir un foyer amélioré, comment assurer qu'il fonctionne bien, enfin tout. Et ça, généralement, c'est les porteurs de projets, les producteurs de foyers améliorés peuvent normalement devoir disposer de ces informations. Et alors, il y a des audits de vérification qui sont imposés par là. Et donc, alors,
très important pour les audits de vérification finalement, c'est que tout doit être documenté, comme je vous l'ai dit, donc il faut éviter le source tracking, qui veut dire en fait que le foyer traditionnel continue d'être utilisé en parallèle du foyer amélioré, parce que sinon, bah, en fait, on n'arrange rien finalement, on rajoute juste des émissions, d'une certaine manière. Identification et localisation des foyers améliorés. Alors, pour une question de propriété de crédit carbone, il faut bien signer, le porteur de projet doit bien signer des contrats avec les destinataires, mais aussi avec les fabricants et les potentiels revendeurs. Parce que techniquement, comme enfin, le fabricant de foyer amélioré pourrait très bien revendiquer en disant moi j'ai ma part dans la fabrique, enfin, dans le process, donc je devrais avoir une partie de crédit carbone. Donc, il faut vraiment, pour des questions de propriété, c'est vraiment bien négocier des contrats avec tout le monde. Aucun frais pour la ménage, la base de données rigoureuse et documentation au maximum des activités. Dès qu'il y a une activité, vraiment la documenter, parce que les audits de vérification, ils sont vraiment pointilleux sur ce qu'il faut demander. Montrez-moi la mesure d'humidité de ce ménage-là, ce jour-là, ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Ah oui, c'est complètement autre projet. Et du coup, j'ai fait une estimation des coûts, donc comme j'en parlais tout à l'heure. Donc en fait, on a un coût pour le porteur de projet d'ouverture de la compte sur Vera, donc les frais d'inscription, qui sont déjà de 750 $ à payer une seule fois. On a les frais de gestion annuels de 750 $ par an. On a l'inscription au pipeline, donc c'est la base de données publique, où sont inscrits tous les projets soumis, certifiés ou candidats, donc 1500. Puis alors on a l'émission de crédit carbone, donc Vera nous facture 0,23 $ par crédit carbone émis. Ensuite, on a les frais à payer pour examiner la demande d'enregistrement d'un projet, donc 3750. Et puis les frais de vérification. Donc ça, en fait, c'est lorsqu'on paye l'audit de vérification, donc on fait l'audit de vérification, on paye le validation body, validation verification body, et puis il remet son rapport, j'imagine, à Vera, et Vera doit approuver ou non le rapport. Et donc en fait, les frais d'analyse de ce rapport, c'est la ligne maritime. Donc, ça veut dire que ça des frais d'audit en plus. Oui, ils sont juste ici. Au niveau des frais d'audit, donc les audits, on a d'abord une évaluation initiale du projet, donc les frais de validation, qui généralement, en fonction de l'auditeur, varient de 12 à 30 000 $. Et puis les frais de vérification, donc validation une seule fois, vérification une fois tous les 3 à 5 ans, encore une fois. Et alors, ça dépend de l'organisme tiers, de la complexité du projet. Après, les projets carbone, les projets fruits améliorés, généralement, ils ont tous la même structure, donc niveau complexité, ça va encore. Je parle de structure, hein, pas de mise en place du projet. Et dépend aussi, bien sûr, de la taille du projet. Et le bébé, c'est quel type de structure? C'est le Vera, c'est des structures indépendantes, tierces, qui sont accréditées en tant que VDB par le standard. Comment ça se fait pour être accrédité? Est-ce que nous, on peut être accrédité? J'imagine que tout le monde, enfin, en fait, il y a dans la partie frais, il y a aussi une partie frais qui doit être accréditée. Je ne connais pas le processus, mais j'imagine que c'est détaillé sur le site web. Et mais du coup, les frais varient. Enfin, c'est ça qui c'est bien de contacter plusieurs VVB parce que les frais varient vraiment dans l'autre. Et alors, il y a des VVB qui vont être plus spécialisés sur les foyers améliorés, d'autres qui vont être plus spécialisés sur RED. Donc, c'est bien aussi de voir un peu. Et généralement, sur le registre Vera, donc, qui est la liste où on peut voir tous les projets, on voit le VVB, on peut voir quel VVB on peut voir quel VVB a vérifié ou validé le projet. Donc, on peut avoir une idée du scope de ce VVB. Donc, en résumé, les coûts, on est plus ou moins. Donc, ça, c'est un coût de début de projet juste pour la certification. Donc, sans compter l'étude de faisabilité, sans compter les KPT, sans compter la mise en œuvre, on est à plus ou moins 51 000 $ à débourser la première année. Ouais, c'est ça que tu disais tout à l'heure, les 5 000. Oui, c'est ça. C'est ça.
Et ici, dans les 51 000 $, ben, j'ai compté tout ça, sauf les frais des crédits, les frais de crédit, parce que ça dépend vraiment, comme c'est 23 à 5 000 $ par crédit payé. C'est pour ça qu'on conseille des financements, des préfinancements assez conséquents pour la phase initiale du projet, qui normalement, si on fait s'il y a une étude qui est réalisée ou pas, normalement ils sont remboursés par la suite par la génération des crédits carbone. Mais c'est vrai que les premières années sont les années les plus coûteuses. Voilà, donc j'ai fini pour les foyers améliorés. Est-ce que je présente d'abord l'application pratique ou vous voulez déjà poser des questions maintenant? L'application pratique, c'est les KPT, l'application pratique. Donc c'est tout ce qui va concerner les enquêtes de village. On avait parlé avec Baudouin Michel sur notre projet en RDC, Mhm. une partie de l'implémentation de foyer amélioré. Alors, c'est pas encore exactement pour générer des crédits carbone. Nous, on est en train de regarder à ça. Mais voilà, c'est sûr que c'est un moteur de motivation pour les Oui. populations d'accepter, d'utiliser quotidiennement le foyer amélioré. Justement, tout ce que tu disais, que finalement, le foyer très mal, le foyer amélioré. Donc on doit faire ça. Et donc Baudouin Michel nous disait qu'il avait eu un projet comme ça aussi de distribution de foyer amélioré. En fait, ils s'étaient rendu compte que il y avait justement plus de déforestation suite au foyer amélioré. Parce que vu que eux, ils utilisent aussi le feu pour se chauffer le soir, donc un feu ouvert où il y a la casserole qui cuit, ça permet quand même aussi de les chauffer quand ils se mettent tous autour du feu. Et donc, ils faisaient et un foyer amélioré pour cuire, Oui. et en plus, pour la lumière, ouais, oui. Pour la lumière et la chaleur. Bon, après, Cécilia disait que t'inquiète, si tu peux recevoir, je sais pas combien c'est un ménage peut recevoir par mois pour le fait d'utiliser un foyer amélioré. Mais il disait qu'on s'achetait des couvertures pour penser ça. Mais, mais du coup, ouais, pour les fuites, justement, est-ce que tu leur imposes de se débarrasser et tu vérifies qu'ils s'en débarrassent alors c'est En fait, oui, c'est ça. Au niveau des fruits, il y a vraiment une idée. Limite, pour être sûr que ça se fasse, c'est mieux de faire signer un espèce de contrat comme ça où on dit, OK, on te distribue le foyer amélioré, mais à condition que ton ancien foyer ne soit plus du tout utilisé et que tu n'ailles pas déforester 2 fois plus aussi. Donc ça, c'est vraiment, il y a des clauses à mettre dans les contrats pour s'assurer du bon fonctionnement. Et alors, du coup, il y a tout un système à côté de mécanismes de plaintes, de gestion des conflits et de sanctions aussi à mettre en place, quoi. Concrètement, tu sais combien va recevoir un ménage par mois? Non, parce que ça dépend encore du partage des bénéfices. Comme je disais, il n'y a pas de guide d'élaboration transversale. Donc, en fait, tout dépend des accords avec le gouvernement. Il y a encore aucun exemple qui avait une concrètement des. À ma connaissance, non. Le coût d'un crédit carbone, quoi, Bah, ça peut se vendre combien en moyenne, le coût d'un crédit carbone, généralement, c'est entre 10 et 15 € la tonne. Donc, le y crédit, compris pour ce. de manière générale, oui, Pour c'est une grosse moyenne générale pour tous les crédits carbone, c'est 10 à 15. Pour tous les types de produits. J'ai vu que, en fonction du type de biomasse utilisée, on avait quand même des différences au niveau des calculs. Est-ce qu'on prend en compte, est-ce qu'on fait la différence entre du charbon de bois classique et du charbon de bois issu de carbonisation améliorée par Du charbon. Il n'y a pas de euh, En fait, je pense pas, parce que souvent on est à l'échelle du village, et je pense que les villageois, généralement, ils font leur propre charbon, et donc on n'a pas de. Et est-ce qu'il existe, là, ça dépasse un peu ce cadre-là, mais une méthodologie qui s'applique justement à la carbonisation améliorée? Il y a différents types de foyers améliorés. Peut-être que la carbonisation améliorée rentrerait dans le contexte. Parce qu'en fait, moi je vous présente l'exemple on prend un foyer, on garde la même biomasse, mais on change juste le foyer. Mais il y a aussi un scénario, on va dire, où
on change de foyer et on change de menace. C'est peut-être creuser dans ce sens. J'ai des questions par rapport au taux d'utilisation. Bon, Ouais. je trouve qu'en fait, au départ, tu peux avoir une option un peu plus générale, parce qu'il y a la nouveauté, le fait que tu bénéficies de revenus ou quoi. Et au fur et à mesure, ça doit se distiller, puisqu'on requiert une utilisation conditionnelle, les moments auxquels c'est sûr que ça ne convient pas d'utiliser des foyers, c'est que tu as parlé de réseau transfert, etc. Comment ça évolue la génération des crédits quand tu as un taux d'utilisation qui descend? Est-ce que ça s'est pris en compte Oui, mais le taux d'utilisation ne descend pas vraiment? si je vais te montrer tout de suite, mais je ne retrouve plus. Avec quoi il faut réapparaître, mais ça m'écrit celui-là. Donc, en fait, au niveau du taux d'utilisation, dans la formule, ce serait le petit n en fait. L'utilisation est considérée à 100% au début, tu vois. Et après, au fur et à mesure, il descend de plus en plus. Donc chaque année, en fait, on fait les évaluations de. Avant chaque modification. Alors, Chaque année de tous les 3 ans, je crois, tous les 3 à 5 ans, tu peux avoir une définition du logement de. Ouais, c'est ça. En fait, tous les 3 à 5 ans, tu dois réévaluer donc, combien de foyers améliorés sont encore utilisés. Parce qu'il se peut que les villageois se disent, OK, non, ils ne peuvent plus participer, quoi. Donc, tu dois réévaluer. Tu dois réévaluer parmi les foyers qui restent, est-ce qu'ils sont encore en forme ou pas? Combien de temps ça dure d'ailleurs? Enfin, combien c'est quoi la durée de vie d'un foyer? Ça dépend vraiment. Généralement, on dit 5 à 10 ans. Ah ouais, donc tu veux quand même. Ouais. Mais après, ouais, si tu demandes, il y a souvent, comme c'est un peu ce qui est un sujet, un hot topic aujourd'hui, tu vois, il y a moyen peut-être que dans un futur proche, il y a des foyers améliorés beaucoup plus performants qui arrivent, quoi. Parce que c'est constamment. Donc, quand on a les foyers améliorés, les tout premiers projets, les foyers d'aujourd'hui, ben, c'est quand même vachement différent. Oui. Maintenant, ils ont une armature en acier. Maintenant, c'est acier, avant c'est en terre cuite, c'est bâti et non déplaçable. Maintenant, c'est plus des trucs déplaçables. Et ce que j'ai vu, les gens, c'est maintenant, parce qu'ils consomment moins de charbon de bois, mais Ah, si tu vois En fait, souvent, au niveau du charbon de bois, parce que le charbon de bois, ils le payent. Normalement, les villageois, que le bois, ils vont le chercher en forêt, tu vois. Donc, ceux qui utilisent du charbon de bois, généralement, sont plus friands et de continuer avec le foyer amélioré parce qu'ils utilisent moins de charbon de bois. Que le bois, finalement, ils ne le payent pas d'une certaine manière, quoi. Du coup, dans des centres justement un peu plus ville, la forêt est bien plus loin, c'est. Oui, c'est ça. C'est plus intéressant, c'est très intéressant en centre périurbain. En périurbain. Et tu disais que voilà, il faut s'assurer que ce soit juste utilisé à la cuisson des aliments du ménage et pas voilà, la petite vente, je crois, un petit en plus pour vendre au passage. Et ça, tu vérifies avec des enquêtes aussi habituelles. Avec des enquêtes, avec ton suivi et peut-être à l'usure aussi. Après, c'est jamais vraiment, on n'est vraiment jamais 100% sûr qu'ils font ce qu'ils disent. Après, on pourrait leur en distribuer deux. Tu dis, OK, celui-là ne fait pas partie du projet, mais comme ça, au moins, tu pourrais, mais du coup, il ne faut pas qu'ils soient comptabilisés dans ton projet, quoi. Parce que ton projet, c'est pour la cuisson. Et, par contre, aussi, quelque chose qui est potentiellement à faire pendant les enquêtes, c'est dans tes questions d'enquête, demander si de temps en temps, ils font des activités commerciales à côté. Comme ça, tu sais bien que quand tu vas faire tes audits, enfin, quand toi, tu fais tes vérifications internes, tu peux te dire, tiens, tu mets un accent sur sur les ménages, pardon, qui potentiellement ont un commerce à côté, quoi. Ça va lier, parce qu'il y avait une question en ligne. Oui, voilà, merci Damien. J'ai une petite question, c'est plus sur les foyers améliorés, c'est plus sur les retours de vente de génération et de vente de crédit carbone. Est-ce que tu as une idée du volume financier que ça peut représenter sur des projets? Est-ce qu'il y a des exemples qui sont consultables pour voir voilà, ce qu'il est raisonnable d'espérer par rapport à la mise en œuvre d'un processus qui est assez lourd et qui demande un investissement assez considérable? Alors, de manière générale, le revenu financier, il est
transparent, assez opaque. Il est assez opaque, donc on ne sait pas exactement. On peut voir combien de crédits carbone un projet a généré sur le registre Verra, mais on ne peut pas voir à combien se sont vendus ces crédits. Peut-être qu'il y a moyen sur la surface commerciale, mais à ma connaissance, je ne sais pas en tout cas. Mais du coup, il faut plutôt regarder. Et encore une fois, les projets, au niveau des investissements hors certification, tout dépend de l'envergure de ton projet, du lieu de ton projet, parce qu'en fonction du pays, parfois les foyers améliorés peuvent coûter cher, enfin plus cher ou non. Euh, Toutes sortes de choses comme ça, quoi. C'est vraiment, c'est ça un peu la difficulté avec les projets aussi, c'est qu'on ne peut pas vraiment estimer une fourchette financière, parce qu'en fait, il y a tellement de projets différents, dans des contextes différents, avec des méthodologies différentes. Deux porteurs de projet ne feront pas spécialement le même projet pour la même zone. En fait, il y a un cadre qui est tellement assez flexible, on va dire ça d'une certaine manière, que c'est vraiment difficile d'évaluer. Non, moi, je pense qu'il serait intéressant d'avoir une typologie même grossière pour voir voilà si par rapport aux tailles du projet, par rapport à certaines voilà certains types on va dire techniques de projet, il y a des projets qui s'en sortent mieux que d'autres, voilà, pour la génération du carbone. Parce que c'est parfois c'est sans avoir on va dire d'exemple, ça peut bloquer on va dire l'envie de se lancer dans une telle procédure. Oui, oui, bien sûr, surtout au vu des frais du départ. Mais par contre, comme le registre IRA est libre d'accès, tout le monde y a accès et il y a alors les coordonnées des porteurs de projet, donc libre à chacun qui est intéressé de pouvoir les contacter et poser les questions qu'il souhaite. Merci. C'est vrai qu'avoir une fourchette financière, ça pourrait être intéressant un jour de voir surtout combien ça rapporte. Après, si on estime un coût moyen de crédit carbone et qu'on estime les crédits carbone potentiels que notre projet va nous ramener, enfin, on va générer, pardon, il y a potentiellement moyen d'avoir une première estimation grossière de voir que ce projet est rentable ou pas. Potentiellement, Ok. les ménages ils peuvent être suivis un peu à vie, donc justement, Alors, pendant la durée de ton projet. Mais, bon, après, enfin, voilà, leur dire, oh, vous faites ça pendant 20 ans, et après, vous avez plus. techniquement, oui, oui, c'est sûr que c'est pas l'idée. Je suis d'accord que c'est pas l'idéal parce qu'une fois que le projet n'est plus là, mais après, tu peux renouveler ton projet si tu le souhaites, tu vois, aussi, en fonction de sa rentabilité, j'imagine, et des bienfaits que ça peut apporter à l'écosystème. Mais oui, non, je suis d'accord que par rapport à ça, c'est vrai qu'après 20 ans, si tu décides d'arrêter ton projet, ben, les villageois, ils auront leur foyer amélioré, et peut-être qu'ils retourneront au foyer traditionnel quand le foyer amélioré n'ira plus, quoi. Je sais pas si c'est une question débile, mais est-ce que, pour un ménage, comme ça depuis 20 ans, s'il y a un décès, est-ce que les enfants peuvent éviter des crédits carbone juste comme ça, ou il faut un contrat spécifique qui précise? Ah, ils pourront percevoir, non mais Alors, dans la perception long terme du truc, c'est vraiment, il y a beaucoup de décès. en fait, généralement, donc, la propriété du crédit carbone, elle appartient généralement au porteur de projet. Et c'est les bénéfices des crédits carbone qui reviennent au ménage. Donc, en fait, si quelqu'un décède dans le ménage, on va dire ça comme ça, et ben, les bénéfices viendront quand même au ménage quoi qu'il arrive, puisque le ménage en tant qu'unité existe toujours. Du coup, vous prenez quoi comme unité? Genre les deux parents et tous les enfants qui vivent dans la maison avec eux? C'est quoi l'unité de ménage? Ben, ça dépend du. Oui, enfin, c'est un peu au cas par cas, encore une fois, mais pour moi, si je dois choisir un ménage, je serais qui vit dans une maison, quoi. Ah ouais, donc les enfants qui sont dans les villes et tout, Forcément pas. Mais après, quand on parle de bénéfices de crédit, les bénéfices de crédit carbone, ce n'est pas obligé d'être transaction financière directement avec un ménage. Ça peut être un investissement dans les plans de développement communautaire, un investissement je sais pas, dans une école pour le village, dans un hôpital. C'est pas obligé d'avoir une transaction financière de main à main, quoi. Parce que imaginons si ça reste à l'échelle du ménage, dans le partage des bénéfices, tu le distribues de façon égalitaire ou équitable, tu fais par rapport à la taille du ménage, tu vois, comment tu le distribues du coup les bénéfices? Ben, c'est ça le problème de tout partage de bénéfices de crédit carbone, c'est que c'est vraiment
Ça dépend de tout le monde, de ta sensibilité, ça dépend des négociations aussi, parce qu'il faut te dire qu'en face, tu auras quand même le gouvernement, tu auras des ONG, tu auras les villageois, tu auras vraiment tous différents types de parties prenantes. Et c'est pour ça que parfois, certains projets préfèrent, au lieu de rémunérer par ménage, pour être sûr de ne pas générer de conflits entre ménages finalement, d'investir dans des plans de développement communautaire. Mm. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous présenter le dernier module, donc le Kitchen Performance Test, qui est en fait le module qui va permettre d'estimer la consommation de combustible avec les foyers traditionnels et la consommation de combustible avec les foyers améliorés, et après de pouvoir comparer. Donc, alors, le Kitchen Performance Test, je vais l'appeler KPT plus tard, c'est plus court. Donc en fait, c'est une méthode d'évaluation de terrain, généralement c'est 4 jours par ménage, utilisé pour tester les performances des foyers traditionnels et améliorés. Et en fait, il est validé par la Clean Cooking Alliance, qui est en fait une organisation mondiale qui promeut l'utilisation de méthodes de cuisson propres, donc qui seront bonnes pour la santé, pour l'environnement et pour la biodiversité et durable. Voilà. L'objectif, c'est non seulement de mesurer la quantité de combustible, mais aussi quand on extrapole, ça permet aussi de quantifier la diminution de gaz à effet de serre, d'évaluer si les foyers améliorés répondent aux besoins des populations. Parce qu'il est possible, par exemple, le dimensionnement du foyer amélioré est aussi important en fonction de ta taille moyenne de ménage qui fait entre villages. Si tu as des villages où tu as 2 personnes, tu n'es pas obligé d'avoir un million de foyers améliorés. Tandis que si tu as des villages où tu as plutôt à 7 personnes par ménage, là, il faudrait essayer un foyer potentiellement adapté. Et là, voilà, ça permet aussi d'analyser les économies de temps au niveau temps d'ébullition, au niveau des combustibles et les économies financières, donc ici on parle surtout pour les chambres d'emploi. Donc, alors, sur le terrain, ce qui est super important avant d'aller sur le terrain, c'est d'obtenir toutes les autorisations nécessaires. Donc là, on parle des autorisations hors de mission, tout ce qui est visite du préfet, visite du chef de village, prévenir à l'avance, parce qu'il faut se dire que quand on doit suivre les villageois pendant 4 jours, et que les villageois, souvent c'est les mamas qui gèrent la cuisson, donc il faut se dire qu'elles partent potentiellement au champ le matin, donc il faut qu'elles se libèrent 4 jours sans aller au champ, parce que tout va passer. Donc il faut vraiment essayer de gérer tout ça, quoi. Au niveau de la sélection des ménages, on conseille 20 à 30 ménages, enfin, la méthodologie KPT conseille 20 à 30 ménages minimum par localité. Après, rien n'empêche d'en faire plus, au plus on en fait, au mieux c'est, en fonction des moyens et du temps. Bien sûr, le clip, sélection, et alors, parmi les ménages volontaires, on fait une sélection aléatoire. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas. En fait, l'idéal, c'est de demander au chef de village, mais le chef de village risque de mener dans des familles, peut-être plein de personnes de la même famille, finalement, peut-être des frères et des sœurs, mais il faut qu'il y ait une répartition plus ou moins différente dans le village si on ne distribue pas Après, si on distribue des foyers améliorés à tout le village, il n'y a pas de souci. Mais si on distribue des foyers améliorés qu'à une seule partie du village, alors c'est bien d'avoir une répartition au niveau de la hiérarchie du village, pas que seulement les grandes familles, on va dire que c'est comme ça, disposent des foyers. Au niveau des critères d'éligibilité, il faut s'assurer que le ménage soit disponible. Donc, c'est vraiment des questions à poser, parce que si vous dites est-ce que vous êtes disponible, donc vous répondez oui, de manière générale. Mais en fait, il faut bien dire est-ce que vous n'avez pas de mariage, est-ce qu'il n'y a pas d'enterrement, est-ce qu'il n'y a pas un anniversaire, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, un événement quelconque. Pour être sûr que quand vous arrivez, si vous arrivez, qu'on arrive chez le ménage, on reste voilà. Donc, voilà. Alors, il faut que le ménage habite la zone d'étude, bien sûr, et qu'il n'utilise pas les gens employés améliorés. Et que, dans notre cas, c'est que le principal combustible pour la cuisson soit le bois de chauffe ou le charbon de bois. Alors, l'étude, elle se déroule en 4 jours, j'ai dit. Donc, le jour 0, en fait, on va arriver chez le ménage et on va remplir un questionnaire préliminaire avec les personnes responsables de la cuisson. Donc, comme je l'ai dit souvent, c'est la MAPA. Ça, c'est un questionnaire qui est déjà présent dans le KPT, donc on pourrait utiliser tel quel, la méthodologie KPT. Et l'idée, c'est parfois, certains ménages utilisent des fois du charbon, des fois du bois. Alors, il faut identifier le combustible dominant pour le suivi.
Et il faut potentiellement essayer que le ménage n'utilise plus qu'un seul combustible avec le foyer amélioré, parce que sinon ça change, enfin, ça va être difficile d'estimer s'il mélange un peu les deux combustibles. Alors, le plus important pour les calculs, c'est de demander au ménage d'installer 2 zones de stockage distinctes. Donc en fait, on arrive le jour 0, il y a un certain montant en bois, on le pèse, on prend son humidité, je vais vous expliquer après. Ce tas de bois pesé, on le met d'un côté, et il faut bien discuter avec le ménage pour être sûr qu'ils comprennent, mais l'ensemble du ménage, parce qu'en fait, la récolte de bois, par exemple, c'est pas qu'une seule personne de ménage qui fait, parfois c'est des enfants qui viennent, qui remettent du bois, donc il y a un peu tout le ménage qui participe. Donc il faut s'assurer que tout le ménage soit au courant qu'on a le tas de bois déjà pesé qu'on laisse sur le côté, et le reste, on le laisse sur un autre tas. Donc en fait, le lendemain, enfin, je vais vous expliquer, oui, expliquer. Le lendemain, jour 1, jour 2, jour 3, en fait, on arrive, on va repeser ce tas de bois qui est là, qui en fait aura diminué parce qu'il y aura eu l'utilisation du bois entre le jour 0 et le jour 1. Et de ce là on aura le bois qui a été récolté au cours de 20 à 24 heures. Une fois qu'on a pesé le tas de bois, on peut remélanger tout. Et ça constituera une base du jour d'après. C'est compréhensible? Ok. Et on fait ça pour jour 1, jour 2, jour 3. Ce jour 3, ben, en fait, on aura besoin de peser le bois collecté entre jour 2 et jour 3 parce que c'est fini. Bon, en fait, du coup, c'est jour 4. Parce on considère le jour 1 comme le jour 0. Et ce que je voulais juste vous dire avant, c'est par rapport à la balance, un élément hyper important, c'est qu'elle doit être calibrée officiellement. Donc, on va vous avoir un certificat de calibration pour prouver que quand vous pesez 15 kg, ben, c'est bien 15 kg. Donc, ça a été un peu un challenge pour en prouver, nous, à des prix raisonnables, j'avoue. Et ici, l'idée, donc c'est balancer, c'est un poids maximum de 15 kg. Si le ménage a plus que 15 kg de bois en stock ou de charbon, il ne faut pas qu'il y ait genre, imaginons il a 20, il ne faut pas qu'il y ait 15 et 5. Parce qu'on n'est pas sûr que le 15 soit réellement 15. Il faut plutôt s'arrêter à 13-14 et faire un autre de 6-7. Parce que sinon, on ne peut pas assurer à 100% qu'il y a vraiment 15 kg sur notre balance. Voilà. Alors ici, je vous ai montré donc, jour 0, c'est le formulaire d'enquête préliminaire à remplir. Jour 1, c'est jour 1, on a ça à remplir. Donc en fait, c'est l'unité du charbon de bois, l'unité du charbon de bois, le charbon de bois en stock, le charbon de bois collecté au cours des dernières 24 heures, et le charbon de bois consommé au cours des dernières 24 heures. Et puis alors ici, c'est l'identification du ménage. Donc ça, c'est des fiches qui ne sont pas disponibles, mais qui sont à faire, et c'est un peu toutes les informations dont vous avez besoin pour vous collecter les données. Et en fait, ici, pourquoi c'est important de savoir le nombre d'enfants, enfin, ces catégories-là, ces catégories qui ont été définies par le KPT. Et en fait, c'est pour établir, enfin, faire une unité qui s'appelle adulte standard. Et donc, en fait, chaque catégorie équivaut à une portion d'adulte standard. L'homme de 15 à 59 ans étant l'adulte standard qui vaut 1, quoi. Donc le facteur de 1. Et adulte standard. En gros, par exemple, tu vois, enfin, je vais le montrer juste après, je pense que je les ai écrits. Je pense que je les ai écrits après. Mais donc, par exemple, on va dire une femme de plus de 14 ans, ça vaut 0,8 fois un adulte standard. Tandis qu'un homme de 15 à 59 ans, ça vaut une fois un adulte standard. Parce que pour les estimations, en fait, on fait par adulte standard, par ménage. Et puis, si on veut aller plus loin, on va par adulte standard. Voilà, donc, et bien sûr, toutes les données hyper importantes pour les auditeurs et pour la gestion, les archives. Alors ici, je vous ai mis un peu d'exemple. Donc, documenter des photos. Comme il n'y a pas vraiment de seuil, comme je l'ai expliqué dans les préoccupations, il n'y a pas vraiment de seuil fixé par les VVB, de seuil qu'ils doivent suivre. C'est vraiment important de documenter à fond tout. Donc, on prend des photos tous les jours de toutes les mesures.
Comme ça, on est sûr, au moins, si on demande, OK, on veut voir la mesure du jour 3, ben, on peut le faire. Alors, on dirait pas, mais ce petit tableau, c'est le truc le plus utile qu'on ait trouvé parce qu'en fait, du coup, ça permet un suivi hyper régulier. Enfin, juste en voyant les photos, en fait, on sait à quel jour on était et quel village, quel ménage, quelle heure. Enfin, c'était assez simple de voir ça. Au niveau de l'humidité, pour avoir une valeur, donc les humidimètres, il n'y a pas de- d'exigence, ouais, d'exigence, ouais. Et du coup, en fait, on demande de faire 3 mesures sur 3 bouts de bois, donc 9 mesures au total, et de faire la moyenne. Et donc, ce sera l'unité moyenne du stock de bois du jour. Voilà, donc nous, ce qu'on avait fait, c'est on avait ce sac en plastique pour poser le charbon. Comme ça, c'était beaucoup plus simple. Et pour le bois, on avait pris un filet de remorque. Parce que, il faut un filet qui est suffisamment costaud. Voilà, voilà. C'est ça que je veux dire avec l'équivalent adulte standard. Donc en fait, c'est la fraction. Et en fait, du coup, le nombre d'équivalents adultes dans un ménage, ce sera 20. 0,5 fois le nombre d'enfants de 0 à 14 ans, plus 0,8 fois le nombre de femmes, etc. Comme ça, on aura le nombre d'adultes standard par ménage. Ensuite, au niveau des analyses de données, on peut aussi calculer la consommation quotidienne de combustible. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué avec le 2 tas de bois. On peut aussi estimer le taux d'humidité sur base sèche et sur base humide. Ça, c'est pour des calculs qui ne sont pas obligatoires, mais c'est des calculs qui peuvent être utiles dans certains cas. Et ici, c'est le genre de tableau qu'on a à la fin quand on a pris tous nos résultats. Donc, quand on analyse nos résultats, c'est le genre de tableau qu'on peut avoir. Donc, par ménage, par exemple, on peut avoir le type de combustible, le nombre de ménages interviewés, la masse fraîche. Ah oui, très important les écarts types, parce que ici, quand on est dans les enquêtes, il y a ce genre de trucs, ça ne va pas que ce soit statistiquement parlant. La masse sèche, puis alors l'énergie utilisée moyenne par an, par personne, puis alors l'énergie par an, par personne, oui, c'est ça. Ou alors, on peut avoir aussi des infos qui ne sont pas utiles pour la méthodologie carbone spécialement, mais qui peuvent être utiles pour un suivi et pour tester, enfin, pour confirmer l'efficacité des foyers améliorés. Donc, par exemple, le temps passé pour la cuisson, en fonction aussi quand ils ont un foyer traditionnel ou un foyer amélioré, ou le nombre de repas par jour, parce que peut-être que s'ils font des économies grâce au foyer amélioré, ils mangeront un peu plus par jour en fonction des ménages. Et voilà. Alors au niveau du matériel, c'est tout le matériel que nous, on a utilisé pour le projet, donc avec la feuille d'enquête, les fiches de collecte de données, humidimètre, mousqueton, vous avez été très utile pour accrocher le filet sur la balance ou quand c'était trop lourd, accrocher la balance avec quelque chose d'autre. Une balance calibrée avec certificat, un GPS, oui, je l'ai peut-être pas dit, mais en fait, la localisation des foyers améliorés doit être répertoriée par GPS pour l'audit vérifier. En fait, l'auditeur pourrait très bien se dire, OK, il prend un plan GPS, il suit ce plan GPS, il va dans le ménage, et là, il voit qu'il n'y a pas de foyer amélioré, ben, ça donne un événement. Donc, c'est vraiment important. Ah oui, et du coup, ce qui est important, c'est les enquêtes préliminaires. Si vous prenez un point GPS à ce moment-là, c'est de s'assurer que vous êtes dans la maison du ménage et pas, par exemple, sur la place du village. Pas que on va être sur la place du village, si l'auditeur, il prend ça, il prend là. Et là, j'ai mis un appareil photo parce qu'en fait, la documentation qui finalement apporte plus de preuves sur nos activités, donc c'est la photo. Et voilà. Quand tu dis point GPS, il faut améliorer ce chiffre la place. Oui, c'est d'accord. Oui. Sauf si, je sais pas si c'est dans ma cuisine autre part, mais vraiment une cuisine assez claire. Les unités sur les 3 parfois, Ouais. ils sont sélectionnés comme ça.
Les bouts de bois? Ouais. Oui, de manière aléatoire. Enfin, on les prend comme ça. Ok, vraiment les Ouais. c'est Non, non, non. Parce que de manière générale, on ne sait pas trop ce qu'on. Enfin, si c'est souvent le même type de bois qui prennent les villageois, mais de manière générale, c'est quand même assez. C'est pour ça qu'on fait une 9 mesures, comme ça on se dit on a plus de chances d'avoir une moyenne. Parce que ça dépend vraiment. c'est pour un peu, je sais pas, des tailles différentes ou Oui, oui. On prend des bois qui sont plutôt en dessous, des bois qui sont plutôt au-dessus, des petits bois, des grands bois. On essaie de varier. On ne prend pas trois bouts de bois identiques. Et voilà.